cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, les titres: affaire BG Fibank et les révélations accablantes du journal belge Le Soir. La CENI qualifie les conclusions de ce média d'un tox, mais le président Corneille Nangaa reconnaît l'existence de 2 comptes de son institution logés dans cette banque. Et la banque qui s'est retrouvée ce mercredi face à la presse, là-bas, on parle d'un agent qui s'est comporté en tenant compte, qui n'a pas tenu compte de la déontologie en la matière. La banque fustige donc le comportement de M. Lumumba. La force de la MONUSCO vient de reprendre la coopération avec le FARDC après une longue période de rupture. L'accord signé vendredi vise à neutraliser les groupes armés fictifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 87 cas d'attaque contre les journalistes et contre les médias recensés dans les 26 provinces. Résultat publié aujourd'hui par l'ONG Journalistes en danger qui n'a enregistré aucun cas d'assassinat. Merci de nous faire confiance. Bienvenue à tous et vous avez raison. Mais tout d'abord, cette information: 5 officiers supérieurs de la police sont soupçonnés de détournement des fonds de ménage alloués mensuellement par le gouvernement aux policiers de la région nationale d'intervention déployés à Mbaou, en territoire de Béni. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Évariste Bochab, a instruit au commissaire général de la police nationale, le général Charles Bisengimana, de convoquer à Kinshasa ces 5 officiers. Dans une lettre datée du 31 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur a en outre recommandé à l'inspecteur général de la police nationale congolaise d'ouvrir une enquête pour mettre à nu ce circuit de détournement en établissant les responsabilités éventuelles de ces officiers dans cette affaire. Je vous le disais tout à l'heure, reprise de la coopération entre les FARDC et la force de la MONUSCO après une longue période de rupture. Un accord visant les actions conjointes entre les forces des 2 forces a été signé vendredi dernier au ministère de la Défense. L'appui de la force de la MONUSCO au FARDC s'inscrit dans le cadre de lutte contre les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Albert Romba, Théodore Chitoli, reportage. Coopération entre la FARDC et la MONUSCO au beau fixe. Le ministre de la Défense et les responsables de la mission onusienne en République démocratique du Congo renforcent leur collaboration en matière de sécurité après une longue période d'interruption et d'incompréhension. Un nouvel accord signé vendredi dernier relance des actions conjointes visant les groupes armés de l'Est de la RDC. Cet accord permettra aux 2 forces de poursuivre la coopération qui avait déjà été initiée, mais aussi de rectifier, de corriger certaines imperfections ou en tout cas certains manquements qui ont été observés dans la mise en œuvre de cet accord-là. Mais pour résumer, cet accord portera sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est un appui logistique que la MONUSCO continuera, conformément à son mandat, à donner aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le deuxième appui, c'est un appui, le deuxième aspect de cet accord, c'est un appui au combat, ça veut dire un appui tactique ou un appui feu que la MONUSCO apportera aux forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de cette coopération. Le troisième aspect, c'est l'appui au renseignement. Le renseignement, l'acquisition, la collecte, le traitement et l'exploitation de ces renseignements seront faits de part et d'autre par les 2 composants et les expériences seront partagées. Le 2 octobre, c'est aussi la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Au cours de la dernière décennie, ce sont plus de 800 journalistes qui ont été tués pour avoir voulu couvrir des événements et informer le public. En moyenne, c'est une mort par semaine. Dans 9 cas sur 10, les meurtriers sont restés impunis. Alors, dans son message, le secrétaire général des Nations Unies établit un lien entre la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes, l'accès public à l'information et la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 16 sur la paix, la justice et des institutions efficaces. Le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, a débuté les opérations d'éloignement des réfugiés sud-soudanais des frontières vers Biringi et Doruma dans la province de Haut-Ouélé. 40 000 réfugiés sud-soudanais sont visés par cette opération.
Et direction la Chambre haute du Parlement. Le ministre de la Défense nationale était ce mercredi à la Chambre haute devant les sénateurs pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Jacques Djoli sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après débat, le ministre Crispin Atama Tabé a sollicité un délai de 48 heures pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus. Je vous propose de suivre Jacques Djoli, auteur de la question. Il est au micro de Félix Sidunga et de Eric Kalambay. Je peux interpeller le ministre. Je vais envoyer une question orale avec ça pour que le ministre vienne nous éclairer sur les soubassements de toute cette violence incontrôlée qui sécoue l'Est, plus particulièrement les territoires de Béni, les territoires de Lubero et pratiquement l'ensemble de l'Est. Nous avons posé la question au ministre, il a répondu, les collègues sont intervenus et puis on va continuer les débats le mercredi par la conclusion. C'était ministre, il a donné des éléments, par contre de l'histoire, et en essayant de donner les réponses, il reste optimiste, mais ici il ne s'agit pas d'être optimiste, il faut avoir le moyen. À première vue, je crois que l'armée a un problème de moyens. Les moyens humains d'abord, la formation, les moyens financiers, logistiques et d'une vision et du courage. À la Chambre basse, la loi sur la reddition des comptes présentée ce mercredi devant les députés nationaux par le ministre des Finances a été renvoyée après une motion incidentielle du député Zangui. Je vous propose de suivre ses explications au micro d'Eric Kalambay. La plénière a commencé comme d'ordinaire. Le ministre des Finances, qui devait présenter le projet de loi de reddition des comptes d'exercice 2015, a fait son entrée dans la salle des plénières. Quelques minutes plus tard, c'est une motion incidentielle qui vient arrêter la suite. Non, il n'y a pas... Et pourquoi? Ça, c'est le sens de la responsabilité. Connu aujourd'hui. Nous n'avons pas demandé au dialogue. Nous n'avons pas demandé à nos amis qui étaient partis au dialogue de nous donner la date, de nous donner le calendrier, que le nouveau gouvernement viendra le 9 de ce mois prêter serment devant l'Assemblée. D'ailleurs, vous êtes des journalistes, vous avez suivi ça. Et de ça, la réduction des comptes, c'est quoi? C'est l'explication que le gouvernement doit fournir sur l'argent des contribuables congolais qu'il a utilisé pour l'exercice N-1. Et aujourd'hui, parce qu'il prendra son temps de faire l'exposé, on va ouvrir les débats, nous allons poser des questions, on va lui accorder 48 heures et il viendra répondre après 72 heures. Après sa réponse, on va soumettre au voix. Après avoir voté, on dit que non, on a orienté ça à l'ECOFIN. L'ECOFIN prendra 1 à 2 semaines pour travailler. Les recommandations, les observations. Tout ce que nous allons constater, nous allons faire déjà à quelqu'un, quand nous sommes en train de travailler, il est déjà partant. Ainsi adopté à l'unanimité et ayant vidé l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale a suspendu la séance plénière. Dans un autre chapitre, l'ONG Journalistes en danger a rendu public ce mercredi 2 novembre son rapport annuel. GED a recensé au moins 87 cas d'attaques contre les journalistes et contre les médias dans les 26 provinces. Aucun cas d'assassinat n'a été enregistré. Les détails en images. Le rapport de GED publié ce 2 novembre 2016 couvre la période allant du 3 novembre 2015 au 2 novembre 2016. Si, au cours de cette période, GED n'a enregistré aucun cas d'assassinat des journalistes, le journaliste en danger a par contre noté des formes de violence physique et psychologique dont ont été victimes les journalistes. On a publié un rapport sur la situation de la liberté de la presse dans notre pays, à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes, parce que l'expérience de notre travail de surveillance quotidienne de la liberté de la presse nous indique aujourd'hui que l'un des grands maux qui tue la liberté de la presse dans notre pays, c'est la question de l'impunité, qui entretient l'insécurité pour les journalistes et qui encourage des personnes identifiables
à pouvoir continuer leur travail de sape, de s'attaquer à menacer des journalistes. Et donc en publiant ce rapport, nous voulons non seulement dénoncer cette culture de l'impunité qui entretient l'insécurité contre des journalistes, mais aussi nous disons que désormais, nous n'allons pas nous contenter simplement de parler des victimes de cette impunité, mais de mettre aussi un accent, de cibler les personnes connues, identifiables, qui sont responsables de ces attaques, de ces agressions contre les journalistes. En attendant les élections, GED considère cette période tampon comme la pire saison pour la presse en RDC. Il ne s'agit pas des bavures policières, il ne s'agit pas des incidents isolés, mais il s'agit des actions préméditées, des actions pensées, ciblées, dans le but d'intimider les journalistes, dans le but de réduire des médias qui dérangent au silence. Et nous avons voulu attirer l'attention aujourd'hui sur le cas de ces médias de l'opposition qui sont fermés depuis plusieurs mois pour des motifs politiques inavoués et demander une fois de plus que le président de la République ou les autorités puissent autoriser que ces médias puissent encore fonctionner. GED plaide pour la sécurisation des journalistes en cette période. Entre-temps, le Haut Commissariat pour les réfugiés a débuté l'opération de transfert des ressortissants sud-soudanais de la frontière au nord-est de la RDC, une relocalisation d'environ 40 000 réfugiés vers le site Biringi, après la ville de Aru dans la province de l'Ituri. 84% des réfugiés sud-soudanais en République démocratique du Congo sont des femmes et des enfants. Michel Kérékéré, Alain Zongola, reportage. La vie des plus de 40 000 Sud-Soudanais serait en danger au Congo démocratique. Des Soudanais qui ont fui les conflits armés dans leur pays, le Haut Commissariat pour les réfugiés a amorcé leur transfert dans les zones et territoires sécurisés de la République démocratique du Congo. Actuellement, les HCR, ensemble avec les gouvernements, est en train d'éloigner les réfugiés sud-soudanais de la frontière. C'est-à-dire, ils sont surtout dans la zone frontalière, en Ituri et en Haut-Ouele. Et on a commencé en Ituri d'éloigner les réfugiés, de les amener en bus pour des sites où ces réfugiés seront installés d'une manière plus durable. Il ne s'agit pas d'un rapatriement. Les réfugiés ils sont protégés sous la loi et le droit international. Ils sont à risque. C'est surtout des femmes et des enfants, à plus de 80%, qui ont fui les combats. Si on les renverrait, ils seraient à risque parce que le conflit dans la région des Équatoriens au Sud-Soudan continue. Par contre, il y a encore de nouveaux réfugiés qui arrivent actuellement. Avec une dizaine de voisins, la RDC constitue une terre de refuge de tous les réfugiés venant des pays frontaliers. Si actuellement elle enregistre une vague des Tchadiens Mbororo au Nord Kivu, le HCR n'a pas encore intégré le concept des réfugiés climatiques dans son programme. Le HCR est à la tâche par la communauté internationale de protéger les réfugiés qui fuient la persécution et les conflits. Le terme des réfugiés climatiques ne fait pas partie du vocabulaire, disons, du HCR jusqu'à maintenant, même si c'est un phénomène qu'on doit certainement regarder de près. La guerre civile au Soudan du Sud a entraîné des milliers de réfugiés. Plus d'1 million de personnes ont fui leur pays pour survivre. Processus électoral à présent. Au soir du 31 octobre dernier, la CENI a clôturé l'opération de révision du fichier électoral dans la province pilote du Nord-Ubangi. Ce mercredi, le bureau de la CENI a eu une séance de travail avec les députés et sénateurs élus de la province pilote pour une séance d'évaluation. C'est une opération pilote qui a fait ses preuves. Après 3 mois d'enrôlement dans le Nord-Ubangi, la CENI se satisfait du travail réalisé. Avec les élus du coin, il s'est agi d'une évaluation de l'opération. Comme pour préparer l'atterrissage en douceur, nous avons tenu cette 4e réunion avec les élus de la province du Nord-Ubangi, en vue d'abord de leur faire état des lieux de l'évolution de la situation sur le terrain,
À ce jour, nous avons dépassé le cap de 85%. Plus ou moins 710 000 électeurs enrôlés dans la province. Et nous avons dit aux élus que quelles que soient les difficultés qu'ils pouvaient présenter, compte tenu de notre plan, nous allons effectivement amorcer l'atterrissage en douceur, dans le sens que nous n'allons pas chasser les électeurs qui se présentent. Nous allons gérer progressivement et traiter au cas par cas chaque centre, tenant compte des périodes d'apprentissage de nos membres, nos préposés, tenant compte des jours de panne, tenant compte de la culture des milieux. C'est une saison pluvieuse là-bas et agricole. Mais nous constatons qu'on y est arrivé. Seulement, comme dans toute chose, il peut y avoir de petits retards pour l'une ou l'autre raison. On a débuté, il y a eu des problèmes de départ, il y a eu des problèmes de panne, il y a eu des problèmes d'arrivée des intrants, et ainsi de suite. Il y a eu des problèmes au niveau de la mobilisation. Donc on tient compte de tout cela, et la CENI heureusement tient compte, en vous parlant de 7 jours. On tient compte de tout cela. Il y a un certain problème de réglage pour que la clôture ne soit pas brutale, mais que les gens puissent constater qu'on les respecte en clôture, en bonne et due forme. Toujours à la Commission électorale nationale indépendante, mais cette fois pour parler de l'affaire BG-FIBank et les révélations accablantes du journal belge Le Soir. La CENI a réagi dans un point de presse organisé aujourd'hui dans la capitale, au siège même de la centrale électorale. Le président Corneille Nangaa qualifie les conclusions de ce média d'intox, même s'il a reconnu l'existence de 2 comptes de la CENI à la banque BG-FIBank. Les détails dans ce reportage. À la Commission électorale nationale indépendante, c'est avec beaucoup de regrets que l'on a appris la nouvelle du journal Le Soir. Dans son édition du samedi 29 octobre, le journal belge dénonce les liens établis abusivement entre les comptes CENI à la BG-FIBank et la non-tenue des élections. Pour Corneille Nangaa, c'est de l'intox. Les organismes. Je ne dirais pas que ça attache la crédibilité de la CENI. Dès lors que la CENI a la conscience tranquille, on dit des choses dans ce pays, il y a beaucoup de révélations. Ce n'est pas la première et vous allez encore entendre davantage. La question c'est de vérifier ce qu'on dit. Si il s'avérait que non, ce qui a été dit est vrai, dans le sens qu'ils ont interprété, là ça devait attacher la crédibilité de la CENI. Mais dès lors que nous sommes à l'aise en disant ce n'est pas vrai, la crédibilité de la CENI est intacte. Entre-temps, je vous ai dit, l'ennemi du processus, c'est justement la discrétion, les discrédits. L'objectif, c'est justement pour dire que jette un discrédit au processus électoral, pas à la CENI, au processus électoral. Et c'est dangereux lorsque c'est attaché des mensonges et ce n'est que de la désinformation. La CENI entend évaluer sa collaboration avec la banque, mais aussi exiger des explications quant à la divulgation des documents officiels. Donc il n'est pas encore dans notre... La plénière n'a pas dit que non, il faille retirer tous les fonds de la BG-FIBank. Il faut vérifier les faits. Et comme nous l'avons dit, nous-mêmes nous sommes victimes et la banque doit nous donner des explications pour dire comment son agent s'est-il permis de sortir, de mettre à la place publique des documents et des dossiers qui sont censés être confidentiels. La CENI, rassure son président, tient à la crédibilité du processus électoral. Et ce même mercredi, la BG-FIBank, disons la direction générale de la BG-FIBank se retrouvait face à la presse. Dans un communiqué publié, la banque rappelle d'abord que son objectif c'est de maintenir la relation des clientèles saines avec ses clients, les institutions. La banque déclare que les transactions entretenues avec sa clientèle se conforment avec ses missions en tant que banque commerciale. La banque, en ce qui concerne la CENI, s'est engagée à accompagner l'institution à obtenir des devises américaines en fonction de leur disponibilité
sur le marché des changes afin de poursuivre son programme de dépenses car elle dispose des avoirs en francs congolais. Ce faisant, les avoirs de la CENI tels que communiqués dans l'article du journal Le Soir étaient trompeuses et malveillantes, insolites et ridicules, poursuit le communiqué lorsque Le Soir qualifie de blanchiment de capitaux les transactions retrait opérées sur le compte de la CENI. Le Soir constate donc que les liens, la banque plutôt constate que le journal du Soir a des liens de complicité, de violation de secrets professionnels, car ces révélations faites par Jean-Jacques Lumumba sont délicieuses. La direction générale de la BGFI Banque demande donc réparation puisque Lumumba, selon la banque, a fait ses déclarations dans le but de rechercher le sensationnel puisque ces révélations ne sont nullement fondées. Dans un autre registre, affaires spoliation et immeubles de Rakin Congo, ce mercredi, la société a rapporté quelques éléments nouveaux. Le conseiller de l'entreprise se retrouvait face à la presse pour une mise au point. Rakin Congo et AGM Group demandent de rentrer dans leurs droits. Reportage. Rakin Congo et AGM Group ne demandent qu'une chose, rentrer dans ses droits. Le nouveau comité de gestion de l'entreprise saoudienne réclame la restitution de ces deux concessions spoliées. Rakin a un comité de gestion, comme je l'ai dit, dirigé par M. Al-Karim Jamal. C'est le gérant de Rakin Congo. C'est pour dire que peut-être que je peux même déjà me référer à un droit de réponse dans certaines langues s'élève pour dire que le comité de gestion est fictif, pour dire que le comité de gestion est en place et dirigé par M. Al-Karim Jamal, c'est le gérant de Rakin Congo. Comment peut-on abandonner un projet dans lequel Rakin a investi plus de millions de dollars? Rakin n'a jamais été voleur. La société Rakin est le propriétaire de cette parcelle parce que au niveau de la gare, au niveau de l'avenue Zongotolo, où se trouve le problème, ce n'est plus d'abord une concession, c'est une parcelle. Parce que parler de la parcelle lorsqu'il y a une mise en valeur. Rakin a déjà débuté les travaux de construction et il y avait déjà une mise en valeur. Ce que Rakin attendait, ce n'est que l'obtention du certificat d'enregistrement. Donc, jusqu'à preuve du contraire, peu importe qu'il y ait eu l'infiltration de ce groupe Vendôme, mais retenez-le que la société Rakin, la parcelle qui est sur l'avenue Zongotolo revient de plein droit à la société Rakin. Rakin Congo et AGM Group ont saisi la justice. L'entreprise espère que les juges diront le droit. Au niveau de la justice, c'est que nous sommes devant le parquet de grande instance où nous avions commencé le dossier et nous avons aussi adressé la correspondance au niveau du tribunal de grande instance de la Gombe, bien sûr. Et en dehors de cela, vous évoquez, donc nous attendons l'évolution. Vous savez que la justice est indépendante et nous ne pouvons qu'attendre des biens de cette justice. Les travaux des fouilles des décombres de l'immeuble AFC se sont clôturés depuis dimanche. La société chinoise et l'OVD n'ont pas retrouvé des survivants, mais un autre phénomène est observé sur le lieu du drame, un marché d'approvisionnement des fers à béton et briques et sable, constat fait par Ange Makadi et Ricky Kalambaï. Pour peu, on se croirait en Haïti après les passages de l'ouragan Matthews. On s'attendait à un effet surprise 7 jours après l'écroulement de la bâtisse qui était en construction. Après 4 jours de fouilles, les agents des secours n'ont rien trouvé. L'arrêt des travaux de la société chinoise Machine Congo et l'OVD n'a que suscité mécontentement. Ils ont travaillé pendant 2 jours. Ces engins sont très vétustes. C'est un travail mal réalisé, estime cet homme. Les recherches dans le décombre ont été effectuées superficiellement. Et c'est jusqu'à dimanche qu'ils ont clôturé leur séance de travail. Jusqu'à maintenant, ils ont monté ça.
John fait partie de ces enfants qui ont trouvé leur créneau sur le lieu. Chaque matin, il vient fouiller pour se procurer des barres de fer, briques, sable. Je suis en train de prendre ce bois et ces fers à béton pour en vendre afin de gagner quelque chose pour ma survie quotidienne. Un chariot de pierre s'est négocié à 2500 francs congolais et 2 coûtent 5000 francs. J'ai beaucoup gagné en 3 jours. Au total, j'ai accumulé 15 000 francs congolais sur l'ensemble de mes ventes. Des dizaines de pousse-pousse attendent d'être chargés. Visiblement, les opportunistes ont trouvé leur compte. J'achète des fers à béton et j'ai pas à en mesurer le poids. J'ai appris qu'un marché Loufou s'est ouvert ici à Kassavougou. J'achète simplement une bonne quantité de fers à béton à 9 000 francs congolais et les montants total que j'ai dû dépenser. Difficile de chiffrer la perte. Mais pour l'immeuble de 5 niveaux qui s'est affaissé, les propriétaires auraient perdu plus d'1 million de dollars américains. Même si on s'éternisait à ramasser quelques matériaux épargnés, cela ne reconstituerait en aucun point la valeur ou les dépenses qu'auraient effectuées les propriétaires de l'immeuble. Le mouvement de grève au ministère des Affaires étrangères se durcit. Syndicalistes, agents et cadres de la diplomatie congolaise réclament notamment la prime et les indemnités permanentes. La grève a été déclenchée depuis la semaine dernière. Le récit de Élisée Mafou. Sifflets, chants, cris, c'est l'ambiance qui règne dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères. La machine de la diplomatie congolaise est enrhumée. Les agents durcissent leur mouvement entamé depuis le lundi 24 octobre dernier. Au centre de leurs revendications, la prime, les indemnités permanentes ainsi que le dossier relatif à des nouvelles promotions. Le 10 août, il y a eu grève. Nous l'avions suspendu le 15 suite à l'implication de l'institution présidence de la République qui, en date du 10, nous avait convoqués sous le leadership du directeur du cabinet adjoint chef de l'État chargé des questions politiques, administratives et juridiques. Il y a été convenu que nous devrions mettre en place des commissions pour étaler toutes nos revendications. La première revendication, c'est la prime et indemnité permanente. Ce dossier a quitté le ministère le 26. Le Premier ministre, par l'entremise de son directeur de cabinet, M. Sélé, a réagi négativement en disant que parce que la primature n'était pas associée à la réunion tenue à la présence le 10, lui, le Premier ministre, ne peut pas nous donner cette prime-là. Et donc, cela est parvenu à la connaissance de tous les agents et ils se sont fâchés. Aussi, d'autres dossiers, notamment le dossier relatif au statut particulier des diplomates, le dossier relatif à la promotion, le dossier relatif à l'élévation à la dignité des ambassadeurs, tous ces dossiers-là qui ont fait l'objet des commissions ont été déposés sur la table de son Excellence et Monsieur le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale. Celui-ci, à notre connaissance, ne les a jamais transmis à la hiérarchie. Les deux parties sont en pourparlers en vue de trouver un compromis. En sport, le tout-puissant Mazembe vient d'être battu ce mercredi dans son stade à Lubumbashi par RFC Simba sur le score de 2-1. Les deux équipes s'affrontaient dans le cadre d'un match remis de la deuxième journée du championnat national de football de la République démocratique du Congo, zone centre-sud. Les buts de Simba ont été marqués par Moussins et Kalumba. L'unique réalisation des Corbeaux est l'œuvre d'Adjei. Mazembe est deuxième de son groupe avec 17 points derrière Sangabalende avec 19 points. On va maintenant lire la presse. Les journaux parus ce mercredi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutunou et commentés pour vous par Michel Kérékéré, revue de presse. Ils ont décidé d'adhérer à l'accord politique. Il s'agit, selon Géopolis Hebdo,
des 63 partis politiques et personnalités du rassemblement. Ils ont signé l'accord politique issu du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Au lieu de concocter des plans de déstabilisation contre leur pays, Willy Michiki a accompagné les siens à apposer leur signature à cet accord. Au sujet de la signature de cet accord, justement, la manchette indique que le rassemblement se désolidarise de Willy Michiki. Interrogé par Radio Okapi, Jean-Pierre Lissanga affirme que Michiki et son groupe ne font plus partie de la plateforme issue du conclave des Genval. Pour le journal Le Phare, cette stratégie de débauchage rappelle les années Mobutu, où on assistait à un interminable bal des chauves, notamment le reniement de l'opposition par nombre de ses membres, opposants radicaux comme dissidents temporaires de la mouvance présidentielle. Le quotidien explique que Mobutu avait un double objectif: isoler Tshisekedi et casser la dynamique du changement qu'il incarnait. L'heure de la transhumance a sonné, s'exclame Forum des As. Le quotidien explique dans son édito comme en ces moments où le partage du pouvoir est à l'ordre du jour, des acteurs politiques en quête de Marocains retournent leur veste, traversent ou retraversent la rue et changent des camps. C'est souvent dans le sens de l'opposition vers le pouvoir. Les compagnons des luttes d'aujourd'hui devant vite devenir des ennemis jurés, donc rien de nouveau sous les soleils zaïro-congolais, conclut le journal. D'où l'appel du tri-hebdomadaire Le Libre Débat aux Congolais de se mettre de nouveau autour d'une table pour se parler et discuter de leur pays conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. Un accord politique sera ainsi trouvé, lesquels devant régir la période transitoire de 2 ans pour l'organisation des élections crédibles. À défaut d'un nouveau dialogue, le palmarès fait savoir que les princes de l'Église catholique espèrent au moins parvenir à l'amélioration des résolutions du dialogue de la Cité de l'Union africaine sur la base des observations et approches du camp de la plateforme issue du conclave de Genval. Terminons cette revue de presse avec l'enterrement des 6 membres de l'UDPS qui ont perdu leur vie lors des événements du 19 et 20 septembre dernier. La tempête des tropiques affirme que le secrétaire général de l'UDPS a salué la mémoire de tous ces combattants qui, selon lui, fauchés par les ennemis de la démocratie. Merci beaucoup Michel Kérékéré. Ainsi se termine cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Affaire BGFI Bank, les révélations accablantes du journal belge Le Soir. La CENI qualifie les conclusions de ce média d'intox. Mais le président Corneille Nangaa reconnaît l'existence de 2 comptes de son institution logés dans cette banque. Et la banque qui se retrouvait ce mercredi face à la presse, à elle, déclarait que les révélations du journal Les Soirs sont trompeuses et malveillantes, insolite et ridicule lorsque le journal qualifie de blanchiment des capitaux les transactions des retraits opérés sur le compte de la CENI. La banque attend donc réparation. La force de la MONUSCO vient de reprendre la coopération avec les FARDC après une longue période de rupture. L'accord signé vendredi vise à neutraliser les groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 87 cas d'attaques contre les journalistes et contre les médias recensés dans les 26 provinces de la RDC. Résultat publié aujourd'hui par l'ONG Journalistes en danger dans son rapport annuel. GED qui n'a enregistré aucun cas d'assassinat de journalistes de la période allant du 2 novembre 2015 au 2 novembre 2016. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai tenu compagnie et c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve demain à 19 h pour une nouvelle édition d'information. Entre-temps, vous retrouverez à 13 h Élisée Mafou, à 17 h Sonny Moulopoué pour le journal de Lingala. Bonsoir, très bonne suite de programme sur nos antennes.